Chaque fois que Walt passait dans le couloir, il toussait bruyamment. C'était pour nous prévenir que le patron était dans le coin. Dans Bambi, la phrase « l'homme est dans la forêt » signifiait qu'il y avait du danger. Dès qu'on entendait Walt tousser dans le couloir, quelqu'un disait « l'homme est dans la forêt » et aussitôt tout le monde se tenait sur le qui-vive. On aurait entendu une mouche voler quand il entrait dans la pièce. Silence total. Il avait de l'autorité. Ça ne rigolait pas, il s'asseyait et disait « alors quoi de neuf ?» Je répondais « j'ai une super idée ». Et lui « ça on verra, pour l'instant tu as une idée ». À 30 ans, Walt Disney est déjà célèbre dans le monde entier. À 40 ans, il est salué comme un génie et distingué par le titre de docteur honoris causa de Yale et de Harvard. L'empire des médias et du divertissement qu'il a bâti s'inscrit parmi les plus puissants de la planète. Il a reçu plus d'Oscars que quiconque dans l'industrie. Créé une forme d'art cinématographique et inventé les parcs à thème. La plupart des gens qui ont du succès réussissent une chose, et ça s'arrête là. Mais Walt Disney a réussi plein de choses. Qu'est-ce que cet homme avait compris sur l'âme humaine? Des années plus tard, les employés du studio raconteront encore cette histoire. Un soir de 1934, Walt envoie tout le personnel dîner tôt, mais leur demande de revenir vite pour assister à une importante réunion sur le plateau. La pièce est pleine à craquer quand Disney monte sur scène. Il est éclairé par un projecteur et il se met à jouer. Tout seul, sans personne, en one-man show, l'histoire de Blanche-Neige. Il a déroulé tout le film tel qu'il le voyait, en jouant tous les rôles, en passant par toute la gamme des émotions, en incarnant tous les personnages, la reine, la princesse, les 7 nains, et même les animaux. Ce que Disney propose n'a jamais été fait, n'a même jamais été tenté. Un long métrage d'animation fondé sur une dramaturgie. Roy Disney était très sceptique. Plus il y pensait, plus il se persuadait que le projet pouvait faire plonger le studio. Il craignait que ce soit un échec commercial, que personne n'aille voir le film et que la société fasse faillite. Il freinait des 4 fers. Mais Walt tient bon. Il est convaincu que le conte des frères Grimm est une bonne idée. La magie ne peut qu'opérer quand une princesse vertueuse est poursuivie au fond d'une sombre forêt par une cruelle marâtre. L'excitation de Walt est contagieuse. On était tout feu tout flamme, se souvient un animateur. J'aurais escaladé une montagne infestée de tigres pour travailler sur Blanche-Neige. Roy s'incline à contre-cœur. Il parvient à obtenir des fonds auprès de leur partenaire de longue date, la Bank of America, mais il prévient son frère. Ce projet hasardeux ne rassure pas les banquiers. Walt doit respecter les délais et le budget. Ces considérations, le calendrier, le budget, les dettes de la société, sont secondaires pour Walt. Un problème bien plus important le préoccupe. Comment transposer son idée sur grand écran ? Blanche-Neige devra captiver le public comme aucun dessin animé avant lui. On peut faire rire avec des petits dessins animés. Ils fonctionnent principalement sur les gags. Le public marche. Mais voilà que Walt Disney pose une autre question. Peut-on faire pleurer les gens? Des dessins, peuvent-ils les faire pleurer?
Disney croit détenir la réponse. Il veut insuffler du naturel, du réalisme dans son film d'animation. Il fait venir des animaux au studio pour que les artistes observent leurs mouvements. Il demande à ses animateurs de lancer des objets lourds contre des baies vitrées pour analyser le mouvement des éclats de verre. Il engage une danseuse adolescente pour personnifier Blanche-Neige. Les animateurs peuvent ainsi étudier ses attitudes quand elle se penche, quand elle rit ou sourit, et observer les mouvements de sa robe quand elle danse. Des acteurs venaient jouer les personnages devant les animateurs, qui essayaient de saisir les caractéristiques de leurs gestes. Ils étaient même filmés pour mieux percevoir leur personnalité, leurs mouvements, leur réalisme. Il cherchait quelque chose de différent. Il voulait rendre la pensée et les émotions visibles de façon naturelle, pas artificielle. Disney a transformé l'art de l'animation en poussant ses animateurs vers la comédie et l'art dramatique. Il leur demandait de prendre des cours de théâtre, d'étudier leurs muscles faciaux, comment on prononce certains mots, quelle forme ont les lèvres quand on dit V ou O, ou comment ça fait bouger les yeux. Il n'y avait pas de règles. Elles n'avaient pas encore été inventées. On était libre de faire ce qu'on voulait, de suivre son instinct. Les exigences de Walt sur le scénario, l'innovation et l'attention aux détails font avancer la production à pas de tortue. Dessiner chaque personnage, chaque fond, de manière à transcender tout ce qui a déjà été fait, est épuisant, exténuant, douloureux. C'est une torture. C'est notre équipe qui a réalisé la plupart des dessins. Ils étaient tellement complexes qu'un gros plan de Blanche-Neige nous prenait parfois toute une journée. C'était de l'horlogerie de précision, les détails étaient ciselés. Un petit trait flanquait tout par terre. Le processus de production ne change pas. Les chefs animateurs dessinent les personnages principaux. Les intervallistes s'occupent des mouvements entre les images clés. Les coloristes mettent la couleur et transfèrent les dessins sur des feuilles transparentes, les cellulos, pour la caméra. À 24 images par seconde et souvent d'innombrables cellulos par image, la fabrication de Blanche-Neige nécessite plus de 200 000 dessins. Il a fallu une armée pour faire ce film. Et je ne suis pas sûr que Disney les considérait tous comme des artistes. La plupart effectuaient des tâches subalternes. Au studio, les 2 étages supplémentaires que les Disney ont déjà construits ne suffisent pas. Roy est forcé de louer des pavillons et d'autres bâtiments dans le quartier pour héberger un effectif qui atteint désormais plus de 600 personnes. La production entre dans sa 2e puis sa 3e année, et les exigences de Walt finissent par la mettre en danger. Il ne cesse de repousser les délais. Début 1937, alors que la première est prévue au mois de décembre, le studio est en retard. Très en retard. À 10 mois de l'échéance, pas un seul cellulo n'a été filmé. Mais Walt reste inflexible. Il n'est pas question de bâcler sa Blanche-Neige, ni de la faire au rabais.
Walt ne relâche pas la pression et Roy se voit contraint d'augmenter le budget initial à 6 reprises. Les retards font l'objet d'articles dans les journaux professionnels. Les gens appellent Blanche-Neige la folie de Disney. Roy craint qu'il n'ait raison. Je travaillais 12 heures par jour, arrivé à 8 heures, parti à 20 heures. On nettoyait les cellulos, on les collait, on réparait les erreurs. Il y en avait beaucoup. Je me tuais au boulot. J'étais responsable du nettoyage et des intervalles qui étaient à la traîne. On commençait à 7 heures au lieu de 8. Après dîner, on revenait et en général, on travaillait jusqu'à presque 22 heures. Certaines coloristes perdaient la vue, c'était un enfer. Elles trimaient comme des esclaves, mais elles y croyaient tellement qu'elles seraient mortes sur place. Blasé Hollywood, accustomed to gala openings, turns out for the most spectacular of them all. The world premiere of the $1.5 million fairy tale fantasy, Snow White and the Seven Dwarfs. Replicas from the first feature cartoon thrill thousands who turn out for a glimpse of lovely Marlene Dietrich with Doug Fairbanks Jr. and a parade of stars. Shirley Temple is just as enthralled as are the grown-up stars and moviegoers with the Seven Fantastic Dwarfs. Walt était très angoissé. Il se demandait comment le public allait réagir. Well, Walt, I think you're due to do all the talking tonight. Tell us a little bit about this picture, will you? Well, it's been a lot of fun making it. We're very happy that it's being given this big premiere here tonight. And all these people are turning out to take a look at it, and I hope they're not too disappointed. Well, I'm sure they won't be. I've seen the picture, Walt, and you're going to be... Il ne savait pas si ça allait marcher. Au fond de lui, il se rongeait les sangs. Si le public boudait le film, ce serait la fin de l'aventure. Les plans d'ouverture sur le château de la Reine provoquent un murmure d'admiration. Slave in the magic mirror, come from the farthest space. Through wind and darkness I summon thee. Speak. Les spectateurs hurlent de rire aux pitreries des nains. Just a minute. The heart of a pig, and I've been tricked. Ils grondent de désapprobation devant la méchante reine. Walt n'est pas rassuré pour autant. Don't let the wish grow cold. Oh, I feel strange. Il s'agrippe à la main de Liliane durant près de 75 minutes, dans l'attente fébrile de la scène qui résume la puissance de sa vision personnelle. Et lorsque ce moment arrive, celui de la mort apparente de Blanche-Neige, l'émotion réduit la salle au silence. Les gens se sont mis à pleurer. Et Walt a su.
Tout le monde a su. Le public s'était complètement laissé embarquer. Il croyait si profondément à la réalité de la situation et au chagrin des nains qu'il s'est mis à pleurer. C'était là le vrai triomphe du film. Clark Gable et Carole Lombard sont en larmes. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. En fait, ils viennent de franchir une frontière entre la vie réelle et le monde intérieur où vivent les mythes en chacun de nous. Et c'est Disney qui a ouvert le passage. Ce n'est pas rien. Lorsque le rideau tombe, les gens bondissent de leur siège et applaudissent à tout rompre. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que je voyais l'histoire du cinéma s'écrire sous mes yeux, avoue un producteur concurrent. Les gamins hurlaient. Il fallait les sortir du Radio City Music Hall. C'était trop effrayant pour eux. C'est un aspect essentiel. Disney avait compris que les enfants supportent mieux la peur qu'on ne le croit. Ils faisaient pipi dans leurs culottes et ils mouillaient les fauteuils du cinéma. Mais ils avaient vécu une expérience. C'était ça l'important. Ce n'était pas rien. Ils remettaient des choses sérieuses dans leur petite tête. C'est un bond de géant et un bond artistique. Il crée une nouvelle forme d'art. Au début de l'année 1938, Blanche-Neige et les Sept Nains est projetée 5 semaines d'affilée au Radio City Music Hall de New York. Aucun autre film n'y a tenu l'affiche plus de 3 semaines. Les sorties nationales et internationales prennent le relais. Des queues interminables se forment devant les cinémas des petites villes de Nouvelle-Angleterre, du Sud, du Midwest, de la côte Ouest. Le film fait un tabac au box-office à Londres, Paris et Sydney. Il rapporte 8 millions de dollars la première année, l'équivalent de plus de 100 millions actuels, soit davantage qu'aucun autre film avant lui. Dès la première exploitation, Roy rembourse les 2 300 000 $ de dette du studio à la Bank of America et supervise une campagne de merchandising sans précédent. Il y avait des bocaux Blanche-Neige, de la confiture Blanche-Neige, des foulards Blanche-Neige. Les grands magasins donnaient des spectacles Blanche-Neige. Le film et l'espace commercial ne faisaient qu'un. C'était un triomphe commercial, pas uniquement grâce au film, mais grâce à la façon dont le merchandising y était lié. Walt Disney est célébré comme un authentique Américain, un homme capable de maîtriser à la fois la technologie et la puissance narrative. Un homme doué pour l'art et le commerce. Harvard et Yale lui attribuent un doctorat honoris causa en art. Le corps académique estime que Disney est le créateur d'un nouveau langage artistique. Il est acclamé à Paris, à New York. Il vit un rêve. C'est le moment où il pousse l'audace encore plus loin. Il est comme libéré de ses hésitations. Il est l'homme qu'il a rêvé de devenir. Alors que peut-il faire maintenant ?
En public, Disney cultive son image d'artiste, mais chez lui, il est simplement papa. Il se fait un devoir de conduire ses 2 filles à l'école tous les matins. Il les poursuit dans la maison en ricanant comme la méchante sorcière. Il leur lit des histoires à l'heure du coucher. C'est indiscutable. Il les adorait, il était fou d'elles. Il possédait un très vif sens du jeu qu'il ne l'avait pas quitté depuis l'enfance. C'était un père de famille. Il avait une façon de s'occuper de ses filles qu'on associait davantage au rôle maternel à l'époque. D'une certaine manière, c'était une réaction contre son enfance et contre son père qui avait été si dur avec lui. Disney disait souvent « Je vais choyer mes filles, elles seront terriblement gâtées ». Depuis qu'il a déménagé en Californie, ses contacts avec ses propres parents se sont faits sporadiques. Le récent succès financier des studios Disney lui permet de les faire venir. Roy et Walt installent leurs parents à Los Angeles et leur offrent une maison pour leur 50e anniversaire de mariage. Walt Disney travaille à Hollywood depuis plus de 15 ans. Il est célèbre depuis près de 10 ans, mais le réalisateur encensé ne se voit toujours pas comme un membre du sérail. Il se plaint des autres grands producteurs qui refusent de reconnaître l'animation comme du vrai cinéma. Et il n'a pas tort. Lors de l'annonce des 10 nominations aux Oscars pour le meilleur film de 1938, Blanche-Neige et les 7 nains n'est pas sur la liste. Disney reçoit à la place un Oscar spécial pour son travail novateur dans le long-métrage d'animation. I'm sure the boys and girls in the whole world are going to be very happy when they find out the daddy of Snow White and the Seven Dwarfs, Mickey Mouse, Ferdinand, and all the others is going to get this beautiful statue. Isn't it bright and shiny? Oh, it's beautiful. Aren't you proud of it, Mr. Disney? Well, I'm so proud, I think I'll bust. C'était une sorte de prix de consolation. Autant dire rien. Il n'en voulait pas. Ce qu'il avait créé était absolument magnifique. Il savait que c'était magnifique. Mais Hollywood n'était pas prêt à considérer l'animation comme un art ou comme du cinéma. Ça a dû lui faire mal. Après Blanche-Neige, il a 2 projets, 2 histoires de passage à l'âge adulte. La première est Bambi, adaptée d'un roman sur un faon qui devient cerf. Vient ensuite Pinocchio, un conte populaire italien de la fin du XIXe siècle sur un pantin en bois qui désire être un vrai petit garçon. D'emblée, les problèmes s'accumulent pour Bambi. Disney craint que l'histoire ne soit trop compliquée, il a besoin de temps pour la retravailler. Pinocchio prend alors la première place dans le calendrier de production. À l'automne 1938, Disney se débat toujours avec le scénario de Pinocchio lorsqu'il reçoit un coup de fil. Ses parents ont été intoxiqués au monoxyde de carbone à la suite d'un dérèglement de la chaudière dans la maison que leurs fils leur ont offerte. Son père a survécu, sa mère est décédée. Walt assiste à ses obsèques, puis retourne travailler. Il n'évoquera plus jamais la mort de sa mère. C'était une affaire intime qui ne concernait que lui. Je crois que même avec sa femme, il ne parlait pas beaucoup de cette relation. Il intériorisait ses émotions. Et le cinéma lui permettait de les exprimer parce qu'il était incapable de le faire dans sa vie privée. Disney voit grand pour Pinocchio. Blanche-Neige a prouvé que les films d'animation pouvaient aborder de façon réaliste toutes les facettes de la condition humaine. Désormais, il va chercher l'inspiration au plus profond de lui-même
et en tire l'élixir magique qui va devenir sa marque de fabrique. Des histoires d'exclus, en lutte pour se faire accepter, de héros adolescents en rébellion contre l'autorité, la tentation, la perte, la rédemption et la survie. Malgré leurs difficultés et leur charme, Pinocchio et Bambi ne retiennent pas toute l'attention de Walt. Une nouvelle expérience passionnante est en cours à l'autre bout du studio. Le projet a débuté sous la forme d'un court-métrage tiré d'une symphonie intitulée « L'apprenti sorcier » avec Mickey en vedette. L'orchestre est dirigé par le célèbre Leopold Stokowski. Dès les premiers visuels, Disney est tellement emballé qu'il décide d'en faire un long métrage. Ce sera Fantasia. Stokowski et lui sélectionnent 8 symphonies classiques et l'équipe commence à plancher sur les images qui les accompagneront. Il s'était adressé aux émotions par le réalisme. À présent, il tentait de susciter l'émotion autrement, en contournant le réalisme. C'était tout à fait étranger à la méthode Disney. Il voulait voir s'il était possible d'émouvoir par l'abstraction. Il souhaitait égaler les légendes de l'art, s'adjoindre les grands artistes de son temps pour créer une œuvre qui durerait des siècles. Le studio Disney vit au rythme trépidant imposé par Walt, dont l'énergie bouillonnante semble ne pas connaître de limites. 3 grosses productions sont en cours en même temps, et le nombre des employés à temps plein a presque doublé. Les Disney manquent cruellement de place pour héberger une équipe de plus d'1 millier de personnes, et ils ne pourront pas y remédier en agrandissant encore les locaux d'Hyperion Avenue. Sans consulter son frère qui se trouve en Europe, Walt choisit un terrain à bâtir de 20 hectares occupé par un terrain de polo de l'autre côté des collines d'Hollywood, à Burbank. C'est là qu'il va construire le studio de ses rêves. Il était conçu pour optimiser le travail, mais également pour susciter un merveilleux esprit d'appartenance. Il s'agissait de créer l'endroit parfait pour créer des films parfaits. Le lendemain de Noël 1939, la majeure partie de l'équipe déménage d'Hyperion Avenue à Burbank. Le département animation constitue le cœur du nouveau complexe. Le bureau de Walt se trouve au 2e étage du bâtiment. Chaque animateur dispose d'une vaste pièce aérée et lumineuse, d'une immense table de travail, d'un tapis de style, d'un fauteuil de repos et de rideaux. L'ensemble du site est climatisé. Des allées bordées de pelouse mènent à un théâtre, un restaurant, une fontaine d'eau pétillante. C'était merveilleux. On jouissait d'un confort qu'on n'avait jamais eu. Si on voulait un milkshake, on appelait le petit bar au centre du complexe. Un de leurs livreurs venait nous l'apporter, ou un sandwich, tout ce qu'on voulait. C'était le paradis. Il y avait une cafétéria. Il y avait un gymnase avec un ancien membre de l'équipe olympique suédoise comme entraîneur personnel. Le studio avait une station-service. On pouvait faire réparer sa voiture pendant qu'on travaillait. C'était inouï. Like a boat out of the blue, fate steps in and sees you through. En février 1940, la sortie de Pinocchio à New York est imminente et Walt Disney
ne ménage pas ses efforts. Your dreams come true. Il chante les louanges de Jiminy Cricket, le gardien de la connaissance du bien et du mal. Give a little whistle, yoo-hoo. Give a little whistle, woo-hoo. And always let your conscience be your guide. And always let your conscience be your guide. Et surtout, il vante les avancées technologiques du studio en matière de prise de vue et d'effets spéciaux. Little puppet made of pine, wake. The gift of life is thine. Disney déclare « Pour la première fois dans le domaine de l'animation, les effets sous-marins de Pinocchio seront aussi saisissants que des images prises avec des caméras sous-marines sophistiquées. » Can you tell me where we can find Monstro? Gee, they're scared. Il faut bien comprendre que tout ceci a commencé par une page blanche. Ça n'existait pas. On y croit. C'est de l'eau et ce sont de vrais personnages. C'est le summum de l'art de l'animateur, l'apogée de ce qu'on appelle l'animation de personnalité, c'est-à-dire la création d'un univers complètement artificiel que l'on accepte. Pinocchio n'est qu'un garçon en bois qui essaie de devenir humain. On pourrait penser qu'il a le droit de faire des erreurs et d'avoir les défauts d'un petit garçon. Au lieu de quoi, chaque mensonge risque de causer la mort de son père adoptif ou de le transformer en âne. Les enjeux sont extrêmement élevés. Pinocchio cherche un foyer. Il cherche une identité. Il cherche sa place. Il veut être réel. Prove yourself brave, truthful, and unselfish. And someday you will be a real boy. C'est le but de sa quête. Il veut appréhender sa vie pleinement. Et ce jour-là, il pourra appréhender les grandes vérités, celles qui nourrissent l'esprit. I'm alive, see? And I'm real. I'm a real boy. You're alive. And you are a real boy. Hey! A real life boy. This calls for a celebration. Après avoir vu Pinocchio, les spectateurs américains sont émotionnellement vidés, mais comblés. La presse est dithyrambique. Disney a créé quelque chose qui sera porté à notre crédit à tous, lorsque les générations futures jugeront la nôtre, écrit le critique du New York Times. Well, this is practically where I came in. Car il se dira qu'une génération qui a produit une Blanche-Neige et un Pinocchio ne pouvait pas être entièrement mauvaise. Mais le film rencontre un problème évident dès sa sortie. Gonflés par les exigences visionnaires de Walt, les coûts de production ont atteint près du double de ceux de Blanche-Neige. Les recettes ne suffiront pas à couvrir l'investissement. Aux États-Unis, les ventes de billets sont molles. Dans l'Europe en guerre, elles sont moribondes. Roy Disney a un plan. Ils vont entrer en bourse et émettre des actions. L'idée de voir des actionnaires fourrer leur nez dans son travail de création ne réjouit pas son frère. Mais ils n'ont pas le choix. En avril 1940, alors que les derniers employés déménagent au studio de Burbank, Walt Disney Productions émet 155 000 actions privilégiées. La société engrange près de 4 millions de dollars. L'introduction en bourse s'accompagne de contrats de 7 ans pour les deux frères. Ils garantissent à Roy un salaire de 1 000 $ par semaine, de 2 000 à Walt. Pour sécuriser les investisseurs, la société fait assurer son principal actif, Walt Disney, pour 1,5 million de dollars.
Fantasia s'ouvre sur la toccata et fugue en ré mineur de Bach. Mais c'est de l'abstraction pure. Il n'y a pas de personnage, rien de reconnaissable dans le monde de la nature. Le film démarre dans une veine très intéressante. Fantasia est très ambitieux. Cela se sent dans chaque séquence, mais c'est très inégal. Quand le film fonctionne, c'est spectaculaire. Quand il ne fonctionne pas, c'est bébête. Il avait toujours eu du mal à supporter les critiques. Et celles de Fantasia lui sont restées en travers de la gorge. Cela a réveillé une sorte d'anti-intellectualisme latent chez lui. Il s'est dissocié de plus en plus d'un milieu qu'il jugeait intello et totalement déconnecté des gens ordinaires. Il a coupé les ponts. Les pertes financières de Fantasia excèdent largement celles de Pinocchio. Très peu de salles sont équipées du nouveau système stéréo hors de prix exigé par Disney pour passer son film Symphonie. La société ne peut assurer le paiement des dividendes trimestriels garantis aux actionnaires privilégiés. Et le studio qui a coûté si cher commence déjà à ressembler davantage à un navire encalminé qu'à un fier bâtiment voguant sur les flots de la créativité. Il y a quelque chose d'indéniablement mécanique dans le monde idéal de Walt. Les employés sont regroupés par ateliers, comme dans une usine. La hiérarchie est plus rigide, plus pesante, et la direction contrôle les opérations de plus près. Les plus hauts salaires accumulent les avantages en nature. Les cartes de membres au Penthouse Club, avec son gymnase, son sauna et son restaurant, sont réservées aux auteurs et aux animateurs vedettes, toujours des hommes. Ils jouissent également d'autres raffinements dans leurs bureaux, des tapis, des rideaux, des fauteuils de repos et des armoires. Le studio avait grandi si vite qu'il employait énormément de monde. Des assistants animateurs, des intervallistes. Ils ne connaissaient pas Walt Disney. Et ils n'étaient pas aussi bien payés que les grands animateurs. Disney estimait que n'importe qui pouvait faire leur boulot. Les chefs animateurs, d'accord. Mais pourquoi aller payer des fortunes à des intervallistes? Ce ne sont pas des artistes. Des gens m'ont dit qu'on mangeait très bien à la cafétéria, mais que la plupart des simples dessinateurs ne pouvaient pas se l'offrir. Ils étaient obligés d'aller s'acheter un sandwich dans la rue. La disparité des salaires était ahurissante. Certains gagnaient 200 ou 300 $ par semaine, alors que d'autres en touchaient 12. En 1940, le mécontentement commence à gagner les moins bien lotis. Depuis l'ouverture du capital de la société, tout le monde sait que le patron gagne 5 ou 10 fois plus que les membres les mieux payés de son équipe de création et plus de 100 fois le salaire des femmes travaillant comme coloristes. Depuis 1935, une loi fédérale autorise les négociations collectives et les petites mains d'Hollywood ont commencé à s'organiser. À la fin des années 30, plus d'une demi-douzaine de syndicats et de guildes tentent d'obtenir de meilleures conditions de travail et une hausse des salaires. Parmi ces organisations, la Screen Cartoonist Guild représente les animateurs, les assistants, les intervallistes et les coloristes de tout le secteur. En 1940, la Guilde a syndiqué les départements d'animation de tous les grands studios. Il ne manque que Disney, qui emploie plus de la moitié des hommes et des femmes de cette industrie.
Walt se considérait comme le père de sa société. Il était persuadé que tous ceux qui travaillaient pour lui croyaient en ce qu'il faisait, en leur activité d'animateur, d'artiste, en leur implication dans l'entreprise. Ils appartenaient au studio. Pourquoi vous syndiquer quand je vous donne tout ce que vous pouvez désirer? C'était paternaliste, mais il ne voyait là que gentillesse et générosité. À Burbank, de nombreux employés ne voient pas la situation du même œil. Et parmi eux, l'un des meilleurs animateurs, Art Babbitt. Babbitt collabore avec Disney depuis près de 10 ans. Il a participé à tous les grands projets. C'est lui qui a créé presque seul le personnage populaire de Dingo. Il fait partie des artistes les mieux payés du studio, mais ne cache pas sa sympathie pour ceux dont le nom ne figure pas sur les génériques, ou pour les centaines d'assistants et de coloristes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Babbitt racontait souvent l'histoire d'une jeune peintre qui gagnait $16 par semaine. Son mari l'avait quittée durant la Grande Dépression et elle se passait de déjeuner pour pouvoir nourrir ses enfants. Un jour, elle s'était évanouie parce qu'elle était sous-alimentée. Disney ne se sent pas concerné. Pire, il ne veut surtout pas en entendre parler. Il fulmine de rage en apprenant que la Screen Cartoonist Guild tente de syndiquer sa société. Il est convaincu qu'il a le droit de diriger son entreprise comme il l'entend. Convaincu que les salariés de Disney ont besoin d'un syndicat, Babbitt prend sa carte de membre de la Screen Cartoonist Guild. Il devient ainsi l'employé le plus haut placé qui ose défier ouvertement le patron. Fin mai 1941, Babbitt reçoit une lettre de licenciement. La cause, activité syndicale. La nouvelle fait l'effet d'une bombe à Burbank. Les sympathisants de la Guilde se réunissent le lendemain soir après le travail. À 315 voix contre 4, ils décident de s'opposer à leur patron. Au matin du 29 avril 1941, les grévistes bloquent le portail du studio. Disney se fraye difficilement un passage au milieu de plus de 200 personnes. Près de la moitié du département artistique a débrayé, et pas uniquement les bas salaires. Plusieurs animateurs vedettes ont rejoint le piquet de grève. Le charme était rompu. Il avait mis toute sa passion, toute sa foi dans le studio. Et le studio se retournait contre lui. La création se retournait contre son créateur. Si l'étincelle ne s'était pas éteinte chez Walt Disney, elle avait faibli. Il y a eu un avant la grève et un après. Ce n'était plus le même homme. Un autre aurait sans doute renoncé à son rêve fracassé et jeté l'éponge. Mais Disney a encore des projets. Et malheur à ceux qui se dresseront sur sa route.